Si vous me suivez sur mes réseaux sociaux ou que vous êtes tout simplement abonné à cette chaîne YouTube, il y a de grandes chances que vous ayez vu passer au moins une de ces nombreuses petites vidéos, alias les shorts que je vous ai publiées depuis l'événement, un événement qui s'est tenu à Varsovie en Pologne, à savoir, ces fameuses journées TCL Experts Meet Experts. Un événement que j'ai envie de qualifier d'incontournable, pour ma part en tout cas c'est comme ça que je le vis, pour collecter un maximum d'informations techniques sur les téléviseurs de la marque bien entendu à venir pour 2026, mais aussi plus largement sur l'état du marché avec un niveau d'information que très peu de constructeurs partagent, voire même aucun à vrai dire. Donc là-dessus, je tiens d'entrée de jeu à remercier Marek et ses équipes pour, cette année encore, le travail colossal, titanesque qu'ils ont eu pour la mise en place du setup et sans doute aussi, même plus spécifiquement pour Marek, dans la préparation de ces dizaines de slides que là encore, moi je juge très intéressantes, mais je sais aussi que ce n'est pas toujours apprécié de la même manière par tout le monde. Moi je trouve que c'est génial d'avoir autant d'infos, que je puisse ensuite vous les partager et alimenter même durant toute l'année les différents échanges que l'on peut avoir ici et puis aussi sur le Discord. De retour à Paris maintenant. Après ces premières vidéos short, je me suis dit qu'il était temps que je revienne cette fois-ci sur la publication d'une première vidéo dans laquelle je vais vous partager mes premières impressions sur deux monstres qui sont programmés donc pour 2026, à savoir les X11L et RM9L qui étaient déjà disponibles sur place. Et c'est d'ailleurs l'un des atouts de cet événement TCL Expert Meets Experts, c'est qu'il nous permet d'avoir un premier contact avec les différentes références qui vont arriver sur le marché, mais aussi et surtout de pouvoir découvrir des diagonales d'écran pour lesquelles ça va être compliqué de les avoir ensuite en France, tout simplement pour des raisons essentiellement logistiques, à savoir des modèles de plus de 75 pouces. Il m'est déjà arrivé d'avoir un 75 à la maison. De mémoire, c'était le C9K que j'avais eu en 75. Et puis, bien souvent, on est plutôt sur du 65. Alors, 85, 98 et 115 pouces, c'est plus compliqué. Mais croyez-moi, j'y travaille de toute façon d'ores et déjà avec les équipes de TCL France parce que justement, ces RM9L et ces X11L sont, eux, proposés dans des diagonales d'écran plus grande. Et l'avantage quand on est à Varsovie, c'est que les usines aussi sont à Varsovie et que du coup, TCL en Pologne les Marek et ses équipes peuvent réellement nous créer un lieu qui est, je vous le dis, et je l'ai déjà dit dans mes shorts, mais c'est du jamais vu. Je n'ai jamais eu de tel dispositif, sauf tous les ans quand je vais à leur rencontre en Pologne. Comme je l'ai dit, je vais vous partager mes premières impressions sur ces modèles, mais n'oubliez pas que cette vidéo, elle est chapitrée et que vous pouvez du coup vous rendre, grâce à ce sommaire, à la partie qui vous intéresse le plus avec les petits titres que je vais rajouter à la mano. Et d'ailleurs, si vous avez encore en tête les caractéristiques techniques de ces RM9L et X11L et que vous n'avez pas besoin de ce rappel, déjà, vous pouvez passer ce chapitre parce que je vais commencer par cela. Et donc pour les autres, un petit rappel qui va permettre de repositionner ces deux familles de TV au sein de la grande gamme TCL pour 2026. Première chose, je sais bien qu'avec la prolifération des dénominations techniques, certains pourraient s'y perdre. Mais que ce soit pour le X11L ou pour le RM9L, je vous rappelle que nous sommes bel et bien sur des téléviseurs LCD et donc à rétroéclairage mini LED. Dans le cas du X11L, on parle ici de mini LED de couleur bleue et qui néanmoins progresse. On est sur une évolution de ce que l'on connaît déjà. Attention, loin de moi l'idée de minimiser justement cette évolution de la techno ou de vous donner l'impression que c'est une banale évolution parce que c'est assez significatif le travail qui a été fait ici par les équipes, cette fois-ci plutôt du côté de chez CSOT qui est le fournisseur du panneau, fournisseur du système de rétroéclairage, etc. et qui ensuite est affiné naturellement par les équipes de TCL Electronics. On a une conception du système de rétroéclairage, donc dans cette évolution, qui se miniaturise, qui se densifie, qui s'améliore dans des choses qu'on ne voit pas juste dans la conception, par exemple, des capsules. J'en ai déjà parlé à l'occasion des nombreuses vidéos que j'ai déjà publiées, y compris sur les gammes 2025, mais aussi sur les gammes 2026. Les diodes qui composent ce système de rétroéclairage, elles ont des capsules sur le dessus, et ces capsules, c'est comme ça que je les interprète, elles sont appelées super micro condense lens. C'est tout simplement une forme qui recouvre la diode elle-même, qui intervient sur le cône
lumineux provoqué par l'éclairage de la diode et qui aura ensuite un impact direct sur l'uniformité du rétroéclairage, les zones d'ombre et donc à l'image, on a un impact direct là aussi sur l'uniformité cette fois-ci des teintes, comment on limite les risques de banding. Naturellement, mieux maîtriser le système de rétroéclairage, eh bien c'est aussi proposer une meilleure qualité d'image au sens des contrastes, des angles de vision, comment on limite également les risques de blooming qui néanmoins eh bien sont confrontés aussi à un autre phénomène, c'est-à-dire que le blooming est propre à la technologie LCD, à son système de rétroéclairage mini LED, aussi performant soit-il, lorsqu'il devient également très puissant, comme on l'attend aujourd'hui sur des téléviseurs de ce gabarit-là, de cet acabit-là, de ce segment haut de gamme, eh bien forcément, c'est aussi plus compliqué à maîtriser sur des choses très précises, les systèmes de sous-titres, etc. Donc forcément, ça implique de multiplier le nombre de zones et dans tout cela, des bénéfices clairs à l'image. On peut aussi compter sur le fait que plus vous maîtrisez les contrastes et la précision, donc du rétroéclairage à la racine de ce qui se passe dans les couches de panneaux, eh bien plus vous améliorez également la perception de la netteté de l'image pour un même téléviseur Ultra HD 4K. Cela évolue également du côté du filtre Quantum Dot, j'en ai parlé également sur les différentes vidéos, pour repousser les limites historiques, cette fois-ci de la couverture colorimétrique, notamment, vous savez qu'on se parle régulièrement Rec 709, DCI-P3, BT2020, Rec 709 c'est presque une de l'histoire ancienne avec une couverture à 100%, attention, c'est pas pour autant que les TV sont parfaitement calibrés, c'est un petit peu la promesse. On sait également qu'on est sur des promesses de l'ordre de 97, 98, 99% pour le DCI-P3 et puis on était encore bien en retrait avec un 70-72% pour le BT2020. Eh bien cette année, la promesse c'est d'aller plus loin avec un petit peu plus de 92, 100%. Bon, allez, on verra vraiment dans les mesures ce que ça va donner. Tout ça, je vous en avais de toute façon déjà parlé, y compris dans la vidéo, encore une fois, qui a été publiée cette fois-ci CES, et vous en avez une autre qui est qui a été tournée post-visite showroom à Paris. Vous verrez que de toute façon, toutes ces infos-là, elles vont être concentrées dans une playlist consacrée aux nouveautés TCL 2026 que vous allez retrouver en cette fin de vidéo. Et vous y retrouverez aussi la suite des infos concernant le RM9L, pour lequel, eh bien là aussi, je vous rappelle que nous sommes toujours sur un téléviseur LCD, rétroéclairage mini LED, sauf que les diodes bleues sont ici remplacées par des diodes rouges, vertes et bleues, ces fameux mini LED RGB. L'objectif de celle-ci, il est évident, il est question cette fois-ci de produire de la couleur dès le système de rétroéclairage. Et donc la structure est quand même bien différente puisque on n'a plus de filtre Quantum Dot qui par ailleurs crée bien des sujets d'interprétation du côté de chez TCL par rapport à la concurrence. Vous avez sans doute vu passer ces petits taquets où certains taxent le constructeur, le constructeur de ne pas avoir un niveau de Quantum Dot suffisant pour répondre à la norme. Là-dessus aussi, je vous en ai déjà parlé dans la précédente vidéo et j'avais même intégré dans ma vidéo la réponse officielle d'Olivier Semnou. Vous irez voir donc sur cette vidéo qui avait été tournée au showroom. Pour percevoir vraiment comment sont composés pour le coup ces deux systèmes de rétroéclairage, je vous propose de basculer sur cette petite vidéo que j'avais tournée justement à Varsovie, qui est peut-être pas tout à fait raccord dans son lancement notamment, mais qui va vous permettre justement de découvrir ces panneaux de rétroéclairage, comment ils sont créés, comment ils sont exploités entre guillemets, à quoi ça ressemble grosso modo lorsqu'on n'a pas la dalle LCD. Bref, je vous retrouve juste après. Encore une fois, c'était tourné sur un petit créneau libre. Qu'est-ce que vous avez devant les yeux? Comme tous les ans ici à l'événement TCL Experts Meet Experts, on a l'occasion de découvrir ce qu'il se passe côté rétroéclairage des téléviseurs. Ce sont des téléviseurs à technologie LCD, donc il y a toujours du rétroéclairage. En haut, ici à gauche, on a un C8L en version 65 pouces. Juste en dessous, on a ce même téléviseur sur lequel on a enlevé la partie panneau LCD, sur lequel on a aussi enlevé les films Light Diffusion, on a aussi enlevé les Quantum Dot et on a donc devant nous tout simplement le panneau de rétroéclairage mini LED avec ses diodes bleues, toujours avec le film devant pour ne pas se faire aveugler. C'est quelque chose que vous connaissez sur la chaîne, vous en avez déjà parlé et on est censé commencer à identifier un petit peu ce qui se passe sur le téléviseur ici en haut de référence. En dessous, on va pas trop se préoccuper de ce modèle, tout simplement parce que c'est le 65RM7L qui est un téléviseur LCD rétroéclairage mini LED RGB que l'on n'aura pas sur le marché
français, en tout cas pas pour l'instant. Les deux stars qui sont plutôt ici sur la partie droite de l'image, eh bien c'est X11L, ici dans une version, je pense que c'est du 75 pouces et on doit avoir un 85. Et la grosse différence, eh bien c'est que vous avez là le haut de gamme avec du rétroéclairage mini LED à diode bleue. C'est amusant parce que beaucoup de ce téléviseur tient avec du bricolage, du scotch, si jamais vous l'identifiez sur les images, tout simplement parce qu'aujourd'hui la conception des téléviseurs est telle que quand on commence à les démonter, eh bien en fait on ne peut plus, ils peuvent plus comme avant se remettre les façades, etc. C'est tellement miniaturisé, tellement plus compact que ce que c'était par le passé, qu'ils nous ont ici quand même démonté les panneaux, mais ça impose ce petit bricolage et c'est pas très grave. Bon, en tout cas sur la partie ici SQD mini LED et ici RGB mini LED, vous voyez bien que dès le backlight, on a une perception déjà beaucoup plus précise par rapport à un C8L de l'image. On commence à identifier ce qui se passe. Ici, en plus, l'ajout, eh bien, c'est tout simplement la couleur. Différence entre SQD mini LED X11L et RM9L avec son RGB mini LED. Le principal truc, c'est que l'on n'a plus ici de filtre Quantum Dot pour le RGB mini LED, alors qu'il est toujours présent sur le SQD mini LED. Et on a toujours les systèmes de light diffuser qui sont indispensables pour uniformiser l'image, etc. La grosse évolution également pour le SQD mini LED en 2026 va se jouer aussi sur les capsules qui sont les fameux super micro condense lens qui vont également intervenir dans la maîtrise du faisceau lumineux qui va ensuite adresser les pixels du panneau LCD pour maîtriser angle de vision, contraste, netteté, précision, etc. On va revenir un peu plus tard avec d'autres démonstrations sur la perception de la qualité de l'image parce que c'est encore pas sec. Je ne vous cache pas que j'ai quand même bien envie d'en avoir un à la maison et puis surtout de me donner le temps de la réflexion parce que j'ai trouvé pour l'instant que tantôt, il y en a un qui est plus lumineux que l'autre, le SQD mini LED qui est censé être le modèle le plus haut de gamme. Puis tantôt, on a une perception avec le RM9L qui est pas désagréable, qui a un petit truc parfois même en plus et qui semble également jouer dans la même cour du côté de la luminosité. Le sujet, c'est qu'on sait qu'en fonction des diagonales d'image, mais aussi en fonction des réglages que l'on va appliquer dans les menus chez TCL, avec les fameux modes boost, etc., tout peut assez rapidement changer. Voilà, ça c'est tout simplement les premiers constats qu'on peut se faire et surtout la première présentation ici du système de rétroéclairage. On reprend pour la suite de la vidéo. Voilà pour cette partie structurelle des téléviseurs. Je sais que pour certains d'entre vous, c'est pas la première fois que vous voyez ce type d'image, ce type de dispositif de rétroéclairage. Et puis surtout, si vous avez vu les shorts, eh bien vous aviez peut-être déjà l'essentiel des informations. Mais du coup, en voyant cela, vous devez bien vous dire que le RM9L semble plus abouti que le X11L. Et pourtant, là aussi, si vous êtes abonné, si vous suivez mes précédentes vidéos, vous le savez, parce que dans les différentes vidéos et infos que je vous ai partagées, et cela dès l'interview d'Olivier Semenou à Las Vegas en janvier, il était acté que le X11L était en fait le plus performant des TV au sein de la gamme. Certes, le RM9L, ça reste une petite bombe. Il inaugure d'ailleurs officiellement cette techno de mini LED RGB. Et même si TCL précise en fait que c'est déjà leur 4e génération de ce système de rétroéclairage, eh bien c'est la première fois qu'ils commercialisent officiellement un produit qui intègre cette techno. Et dans le line-up, eh bien le RM9L succède au C9K et donc il se positionne en dessous d'un X11L. Pour justifier ce positionnement, eh bien TCL s'appuie principalement sur la partie technique, à commencer tout simplement par le nombre de diodes de zone et donc bien entendu de la puissance en raison de l'écart de la puissance de luminosité. Je vous partage ici le tableau récapitulatif habituel qui m'a été diffusé à Varsovie par Marek. Et vous pouvez remarquer que la construction de la gamme, qui va en augmentant de la droite vers la gauche, place bien ce X11L comme le modèle le plus haut de gamme devant le RM9L. Vous allez voir que ça a sa petite, j'insiste là-dessus, mais ça a sa petite importance quand même. À titre de comparaison, du coup, vous voyez que sur les diagonales équivalentes, comme du 85 et du 98 pouces, il est indiqué que respectivement, 85-98, c'est 8736 zones et 11 520 zones pour la famille RM9L et que c'est 14 400 et 20 736 zones pour le X11L.
X11L. Et oui, on est là sur des grandes tailles, comme je l'ai dit. Malheureusement, il est vrai que pour cette année, on n'aura pas de 55 et de 65 qui utilisent ces deux niveaux de performance de rétroéclairage, parce que le C8L, par exemple, lui, utilise également un système SQD mini LED, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle pour le X11L. Et bien, le C8L l'utilise également, sauf que bien entendu, nous sommes là sur une dalle qui est un petit peu moins disante. Vous pouvez aussi voir les chiffres, mais je vous les avais déjà partagés. C'est moins disant en matière de nombre de zones, nombre de diodes, puisque une diode égale une zone, et c'est moins disant aussi sur la partie luminosité. Et en l'occurrence, côté luminosité, on est sur du 4000 nits annoncé pour le mini LED RGB en 85 pouces, et on est sur du 6000 nits annoncé pour le 98 pouces, contre, attention, 9000 et 10 000 nits pour le SQD mini LED, qui est donc le X11L, valeur que l'on a d'ailleurs pu vérifier à Varsovie avec un mode boost impressionnant. Alors oui, c'est du mode boost, je crois, qui était de l'ordre de 3%, qui a même été shooté à un moment donné par Vincent Théo, puisque c'est lui qui s'était approprié l'espace de test à ce moment-là. Donc on a bel et bien shooter un 11 000 nits à 3% avant de chuter aux alentours des 4005-5000 nits à 10%. Donc c'est quand même une valeur assez impressionnante. Sachez qu'il n'y a pas eu de mesure qui a été faite du côté du RM9L, et j'ai l'impression qu'il va falloir se donner un petit peu de temps, puisque comme je vous l'ai dit, je suis en train de discuter avec les équipes de TCL France pour essayer de récupérer le plus rapidement possible des produits en test, et on m'a clairement dit, le téléviseur mini LED RGB, on va se donner un peu de temps pour les tests avant d'en venir au test de ces produits. Attention également toutefois, je vous rappelle aussi, parce que je vous ai évoqué les nombres de zones, etc., une diode égale une zone chez TCL, oui, sauf que pour la composante mini LED RGB, eh bien il va falloir considérer les choses d'une manière un petit peu spéciale, c'est-à-dire que chez TCL, j'en ai également déjà parlé, mais on considère que chacune des diodes rouges, vertes et bleues qui composent ce système mini LED RGB, eh bien, est comptabilisé comme une zone. Et donc, si on devait faire la comparaison avec Hisense, qui pour le coup compte les choses de manière différente, c'est-à-dire qui compte que chaque paquet RGB est considéré comme une light zone cette fois-ci, donc forcément, eh bien, on a mathématiquement du côté de chez Hisense un nombre de zones qui sera 3 fois inférieur à celui qui serait annoncé par TCL, sauf que de toute façon, ce RM9L, je vous l'ai dit, il est d'entrée de jeu techniquement plus performant que le UR9S par exemple de chez Hisense. Puis ensuite, il faudra avoir les deux produits. On n'est pas non plus sur des mêmes niveaux de tarifs, attention. Il faudra ensuite avoir également les deux téléviseurs l'un à côté de l'autre pour voir ce que ça donne. Mais mes premières impressions ont néanmoins été un peu meilleures quand même chez TCL que ce que j'avais pu voir chez Hisense. Mais attention, chez Hisense, je dis beaucoup attention, mais c'est normal, c'est une nouvelle techno qui débarque. Et donc je prends pas mal de pincettes là-dessus. Mais je vous l'ai dit également quand j'ai fait les vidéos de chez Hisense qu'on était sur un téléviseur qui, je l'espère, est arrivé au bout de ses mises à jour, parce qu'on avait discuté, j'avais discuté avec les ingés qui étaient présents sur place, on avait relevé pas mal de choses, vous pourrez aller voir cette vidéo, il était tantôt assez impressionnant, cette UR9S, et puis tantôt il avait encore certaines limites également, notamment dans la gestion de son dispositif de rétroéclairage, est-ce que ça pouvait provoquer en visu sur l'image qu'on pouvait avoir devant les yeux. Du côté des autres choses que je peux préciser pour la partie rétroéclairage, je vous ai évoqué le cas TCL, je vous ai évoqué le cas Hisense. Donc on a un ratio de 1:3 chez l'un par rapport à l'autre, et puis chez Samsung, on va carrément jouer la carte, c'est un peu la fête, parce qu'en fonction des données qui peuvent fuiter de ci, de là, parce que je vous rappelle que chez Samsung, on est en pur mode communication, marketing, et voire même un peu lifestyle. Alors ok, je remercie les équipes, certaines équipes de Samsung France qui, elles, me livrent des informations très intéressantes, parfois sur le marché, parfois également sur la technique. Puis on a également des rendez-vous qui sont un peu plus tech, comme à l'occasion du CES ou à l'IFA. On arrive à réaliser certaines images, on arrive à collecter certaines informations, mais en gros, ils sont clairement sur une communication qui n'est pas du tout la même que celle de TCL. On nous donne pas autant de croquettes un peu techniques, mais quand on peut les avoir et quand on a certaines choses qui fuitent, eh bien, on apprend là que c'est carrément des dizaines de milliers de zones, et pour cause, eh bien, eux, ils s'embêtent pas, ils font une multiplication par 9. Je vous explique, si vous avez vu ma vidéo de présentation et d'explication de ce qui se cache derrière la technologie micro RGB de chez Samsung, eh bien, vous savez cette fois-ci que chaque triplette RGB
est composé, comme partout, d'un segment rouge, un segment vert et un segment bleu. Jusque-là, rien de nouveau, sauf qu'en fait, chacun de ces segments est lui-même composé de 3 sous-segments qui peuvent être illuminés de manière totalement indépendante. Ça aussi, vous allez le retrouver sur la chaîne. J'essaie de vous mettre le lien là ou en description. Vous allez pouvoir aller regarder cette vidéo. On voit bien, et pour le coup, là, j'ai eu la chance que les gens de chez Samsung m'autorisent à filmer cette comparaison à l'instant où ils l'ont fait à l'IFA. Ils ont comparé leur techno à celle de Hisense, puisque c'était les 2 technos qui étaient disponibles à ce moment-là. Et on voit bien donc qu'on a ces 3 sous-segments, 3 sous-segments rouges, 3 sous-segments verts et 3 sous-segments bleus. Ça fait un total de 9 sous-segments et donc une multiplication par autant pour une communication qui, lorsqu'elle a lieu, encore une fois, veut battre des records en évoquant des dizaines de milliers de zones de local dimming pour le micro RGB. Voilà, c'était une longue tirade, mais avouez que c'est quand même pas mal la puissance de la manipulation des chiffres, même si objectivement, je pense que ça va être très compliqué pour nous testeurs de vérifier ensuite comment chacun des téléviseurs pilote son système de backlight une fois que l'on a tout d'assemblé. Bref, ce seront les tests et ce seront également les retours de tous les utilisateurs, toutes les communautés un peu partout sur Internet qui nous permettront de dire qui préfère quoi. Bien, voilà, maintenant que vous avez tous ces rappels et toutes ces informations en tête, eh bien, on en vient à ce chapitre où je vais essayer de vous dire est-ce que je suis plutôt team RGB ou team SQD sur ces générations de téléviseurs LCD à rétroéclairage mini LED. Je vais peut-être vous décevoir, mais pour ceux qui me connaissent, je pense qu'ils vont un petit peu s'en douter. Comme on était sur une rapide prise en main, eh ben pour moi, il est impossible en l'état actuel des choses d'être catégorique, surtout qu'il est question ici d'apprécier, de découvrir une nouvelle techno avec ce système mini LED RGB, et nouvelle techno qui en plus est couplée à un nouveau niveau de performance sur le volume couleur. Attention, ce point-là, il ne faut vraiment pas le négliger, et dans les deux cas d'ailleurs, côté mini LED RGB comme côté SQD mini LED avec le X11L. Mais quand même, voilà, je suis quand même allé passer 2 petites journées face à ces TV, donc j'ai quand même des choses à vous raconter, et puis surtout j'ai quand même filmé des contenus sur place. Et sur l'appréciation de la qualité de l'image, dans un cas comme dans un autre, franchement, c'est pas mal du tout. C'est même voire très bon. Clairement, les X11L et RM9L sont indiscutablement de très bons successeurs des X11K et C9K de l'année dernière. Surtout que du côté du niveau des prix, que vous avez également vu se réafficher dans cette vidéo, eh bien, du côté de on va avoir un rapport qualité-prix qui, par rapport à ce que peut faire certains concurrents plus premium, je pense que TCL va encore très très bien tirer son épingle du jeu. Pour en revenir à notre petit comparatif, alors il est évident, vous en doutez, que j'ai pas pu visionner autant de contenu que j'aurais aimé, parce que il fallait quand même se partager le matériel qui était mis à disposition sur place, et puis surtout les différents espaces de test avec les confrères européens, même si c'est diffusé sur plusieurs jours, si c'est organisé sur plusieurs jours, et malgré ce setup totalement inédit, j'insiste là-dessus, vous voyez bien qu'on a un nombre de télé qui est complètement dingue, proximité de TCL avec les usines, vraiment c'est... Ouais, moi, je suis à chaque fois bluffé par le nombre de téléviseurs qu'ils arrivent à nous avoir et qu'ils arrivent à nous installer. Je ne vois ça nulle part ailleurs et c'est le kiff. Donc une liberté de mouvement sur place, mais néanmoins dans cette liberté, faut composer avec certaines contraintes. Des contraintes de temps de notre côté, parce qu'on arrive le jour J, ça démarre l'après-midi, ça démarre en début d'après-midi par une bonne grosse présentation de Marek, et puis on enchaîne un peu jusqu'au soir, et puis on a un peu de temps encore le lendemain matin, mais très vite les groupes qui suivent arrivent, et donc faut pas non plus foutre trop le bordel dans les configurations. Les présentations s'enchaînent, et puis du coup TCL peut pas se permettre de nous laisser accéder aux télécommandes sur toutes les zones de démo, parce qu'il y a beaucoup de TV, et sur le sujet justement, il fallait quand même, il y avait tellement de télé et tellement de zones de démo que en fonction de ce qu'on pouvait avoir, il y en avait une difficulté dans l'analyse, parce que beaucoup de choses, beaucoup d'images, et puis parfois on pouvait avoir l'impression qu'on avait une perception dans une pièce et que ça changeait dans l'autre pièce en fonction des boucles. Ok, toutes se sont avérées régulièrement très très cool dans la première approche, mais il faut quand même, quand on est face à un tel dispositif, il faut quand même se dire qu'on a des TV qui pour certains sont sans doute pas encore dans des versions de firmware définitives, et dans des versions définitives, et puis surtout, on a des setups où on a des splitters HDMI qui adressent le plus souvent
4 voire plus de 4 téléviseurs. Donc imaginez un peu la nécessité pour eux de garder un cadre dans tout cela, dans l'utilisation, d'où le fait que j'évoquais qu'on n'avait pas systématiquement toutes les télécommandes, parce que si moi je commence à aller faire certains réglages, ça va forcément perturber aussi l'expérience pour celui qui va suivre. Si jamais j'oublie de réinitialiser le téléviseur, bon, ça peut donner quand même lieu, quand on a des dizaines de TV comme ça, à un sacré bazar. Alors à un moment, je me suis juste assuré en demandant à Martin, j'étais d'ailleurs avec Benji à ce moment-là, je lui ai dit, est-ce que tu peux quand même réinitialiser les TV, s'assurer qu'on n'est pas dans un mode vif d'image. De mémoire, on était plutôt dans le mode film, parce que d'ailleurs, TCL a beaucoup travaillé cette année sur le mode film. Vous avez peut-être vu passer ce short où je vous explique, je vous montre d'ailleurs que on avait une zone de démonstration dans les TV où on voit en fait qu'on a le mode filmmaker et le mode film et que les deux se rapprochent vraiment de beaucoup, sauf que avec cette latitude qu'ils s'accordent dans le mode film versus le mode filmmaker, au-delà des traitements de la compensation de mouvement, etc., où on va pouvoir retrouver, on va avoir certains phénomènes de saccade dans le filmmaker parce que ça va désactiver beaucoup de réglages, le motion clarity que vous connaissez, etc., pour tous ceux qui sont possesseurs de téléviseurs de chez TCL. En mode film, les réglages sont un petit peu différents et donc ça peut avoir un impact sur la compensation de mouvement. Et bien eux, ils ont travaillé là-dessus, notamment du côté de chez Christian, qui est le français, qui est lui basé à Angers, je crois, et qui travaille sur tout cela en collaboration avec les équipes en Pologne, mais en collaboration aussi directe avec la Chine. Et donc c'est leur job essentiellement de se focaliser là-dessus à tous ces gens-là. Et donc on voit bien, voilà, on pouvait percevoir, ça va être difficile à voir peut-être au travers des images que je vais vous montrer, mais on peut percevoir quand même que les modes se rapprochent, le mode film se rapproche un petit peu du mode filmmaker en extrayant néanmoins un petit peu plus de luminosité, un petit peu plus de dynamisme. Ça, c'est la patte TCL peut-être qui va être appliquée cette année aux téléviseurs de 2026. Donc il ne fallait pas, on ne pouvait pas s'accorder de mettre, enfin on ne pouvait pas nous accorder de mettre la main autant dans les réglages. Néanmoins, je me suis assuré qu'on avait une bonne base et une base un petit peu commune. Et puis surtout, encore une fois, je vous le redis, on passait sur des TV qui étaient derrière une multitude de câbles HDMI connectés à des splitters, donc autant de paramètres qui pouvaient également fausser l'appréciation de la qualité de l'image. Bref, c'est sans doute aussi pour toutes ces raisons que parfois, en fonction des zones de démonstration, eh bien j'avais l'impression, enfin nous avions même l'impression, parce que je n'étais pas le seul, que le RM9L était plus lumineux que le X11L, et puis parfois c'était l'inverse, alors que clairement, vu les caractéristiques techniques des TV, et vu même la mesure qu'on a pu faire sur place, je vais y revenir dans un instant, mais le X11L, avec sa luminosité au max et son mode boost, sera bien plus lumineux que le RM9L. Mais néanmoins, voilà, tantôt j'avais l'impression que c'était le RM9 qui était plus lumineux, tantôt c'était le X11, tantôt le RM9 me semblait plus dynamique au sens colorimétrique, image, netteté, etc. Et puis tantôt j'avais l'impression que c'était l'autre. Ce qui est sûr, c'est que dans les deux cas, on est sur des dalles qui sont tellement lumineuses et tellement performantes. Et là encore, sur la gestion du crosstalk, il va falloir faire gaffe, mais sur la colorimétrie aussi au sens color volume, ça va tellement devenir compliqué d'analyser ces TV sur la simple qualité de l'image que voilà, vraiment, il va falloir faire gaffe. Il va falloir faire gaffe cette année parce qu'il y a un petit truc qui va commencer à rentrer en ligne de compte, qui est tout simplement le métamérisme. Et ça va pas être une mince affaire parce que plus les afficheurs, donc comme ces TV, mais aussi les vidéoprojecteurs triple laser RGB, par exemple, vont être capables d'afficher une palette couleur la plus pure possible et la plus étendue possible. Et plus chacun d'entre nous, on va avoir des risques de percevoir des choses différentes. Pour un même téléviseur, une même image, moi je pourrais percevoir des choses différemment que celui qui serait juste à côté de moi. Donc notre œil va commencer à devenir même un problème, entre guillemets, en fonction de ce que l'on va avoir devant les yeux et en fonction des technologies d'affichage. Ça va être un sujet. J'insiste, mais ça va être un sujet. Dans l'ensemble, la bonne nouvelle, c'est qu'avec les confrères qui étaient sur place, je suis plutôt rassuré parce qu'on avait l'impression de voir à peu près la même chose. Quand il y avait des dérives de température, de couleur, on les percevait de la même manière. On disait non, là il y a un truc sur le white balance, il y a un souci, c'est quoi le délire? Et puis on avait également la même perception de ces petits écarts de luminosité, mais comme je l'ai dit, en fonction du mode de téléviseur, de la réinitialisation, ça peut varier dans un sens ou dans un autre. Et puis dans l'ensemble, et assez étonnamment d'ailleurs,
on avait quand même l'impression que ce RM9L avait toujours ce petit truc en plus, donc une première appréciation de cette première génération commerciale de cette technologie RGB mini LED plutôt flatteuse, un constat qui d'ailleurs s'est surtout appliqué dans la salle où on a pu faire le gros des images, des comparaisons avec le camarade Benji de la Benji TV. On avait sur place cet écran aussi dans le coin, je vous en ai parlé dans les shorts, qui nous permettait de consulter la nature de la plage dynamique du signal qui était envoyé sur la prise HDMI. C'est important parce que c'est pas une mesure qui est faite sur le TV, vous vous en doutez, c'est bel et bien une mesure qui est, une analyse de ce qui rentre dans la prise HDMI du splitter et qui est adressé sur les TV. Et ensuite, on avait cet outil sur cet écran qui nous permettait de voir que oui, nous avions dans les contenus qui nous étaient proposés d'ores et déjà des portions de l'image, en tout cas des métadatas, des métadonnées et des volumes couleurs qui allaient chercher dans le volume couleur du des couleurs qui allaient chercher dans le volume couleur du BT2020. Et c'est d'ailleurs pour TCL, c'était un petit peu, du pain béni, c'est-à-dire que pour eux, ça leur permettait de dire, hey, vous voyez qu'on a bel et bien d'ores et déjà dans nos contenus de l'information qui va taper dans le BT2020, d'où l'importance d'avoir des diffuseurs, sous-entendu, ça tombe bien, chez nous, on les a. Et ça, c'était pas juste d'ailleurs dans les différentes boucles de démo que eux pouvaient avoir et que eux pouvaient avoir réalisé d'ailleurs. Nous avions également des Blu-ray avec des contenus de la BBC qui étaient assez dingues sur cette partie-là. J'espère que je vais pas être striké là-dessus parce que c'était quand même saisissant. Il y avait vraiment des trucs où on se dit, ah ouais, là quand même, on est sur un volume couleur où les diffuseurs pourront en profiter et ça, c'est plutôt cool. Et j'en profite aussi pour le mentionner ici, mais dans cette même pièce, nous avions tout à côté un C8L et un C7L. C7L qui est à gauche et le C8L qui est à droite. Bon, oui, ces deux-là sont moins puissants, notamment en matière de puissance lumineuse, de système de backlight, mais j'ai quand même bien pu remarquer que le C8L envoie assez lourd et qu'il est très très loin d'être ridicule, donc je pense et j'espère pouvoir le tester rapidement, que je pense donc que TCL nous réserve une très bonne cuvée pour ce modèle qui s'annonce mass market, ça va vraiment être sur le C8L qu'on va avoir du volume, et puis je vous partage également quelques résultats de mesures que j'ai pu faire sur place, mais dans le speed, parce que encore une fois, faut se partager les dispositifs, faut se partager le matériel et on n'a pas un temps qui est infini. J'ai juste pas envie d'en tirer de conclusions trop hâtives là-dessus. Vous avez des valeurs de luminosité où on voit bien que c'est quand même très confortable, que ça progresse, ça évolue dans le bon sens, c'est intéressant. Mais je vais juste prendre des grosses pincettes sur les mesures qui ont été faites à la fois sur la partie color volume et sur la partie delta E, en lien d'ailleurs avec l'état de dev peut-être de ces téléviseurs-là. Marek qui a clairement dit que les travaux qu'ils avaient commencé à initier, notamment sur cette partie calibrage des téléviseurs, vous le savez, on a un mode Kalman Ready dans les TV, ils étaient quand même assez, non pas en pointe, mais assez avancés avec les équipes de Portrait Display et donc pour la partie Kalman Ready sur les fonctionnalités de calibrage des TV depuis plusieurs années aussi. Ça fonctionnait plutôt globalement bien, mais c'était a priori, même du retour de Cédric, c'était a priori pas toujours très stable. Parce que on va plutôt le dire comme ça, il y avait peut-être encore des petits pépins. Et bien Marek a dit, ouais, nous, c'est pas quelque chose sur lequel HQ, donc Headquarter, donc TCL Global a envie de mettre la priorité, donc il faut arbitrer sur les budgets et cette partie calibrage fait partie des arbitrages. Et de toute façon, tous les constructeurs, je pense, qui sont en tout cas bien conscients de la tournure que prennent les choses et bien conscients de la montée en puissance, encore une fois, des TV, et je vous parle de puissance lumineuse, mais color volume, ils sont tous en train de se dire qu'il va falloir faire quelque chose sur cette partie perception, surtout de l'image. On était également globalement d'accord pour dire donc que le X11L sur côté DCI-P3 et BT2020 nous a semblé un petit peu désaturé, notamment sur le rouge. On a commencé à le percevoir lorsqu'on a visionné des contenus Spears & Munsell avec, cette fois-ci, mon confrère français des années laser, où le rouge n'était pas le rouge bien qu'on voulait, quoi. Le truc sur les tulipes, là, on voulait avoir un beau rouge bien pétant, bien propre, un rouge, cette image a été là pour ça, et puis tantôt, ça tirait un petit peu vers l'orangé, donc on s'est dit, ouais, il y a un truc qui va pas, il y a un léger retrait sur cette teinte, et en effet, on a fait la mesure, et on a bel et bien
bien constaté que la mesure du rouge était un petit peu désaturée. Mais à l'inverse, on était sur la partie sortie de cette logique de contenu de Spears & Munsil, qu'on peut choisir en plus de le regarder à 10 minutes en BT 2020 via une platine Blu-ray. Bon, on s'était mis avec Benji, encore une fois, dans l'autre salle à côté, le Tron Ares. Et alors là, si jamais vous faites partie de ces cinéphiles qui aiment le rouge, vous allez être servi et ça pète. Et alors là, ça pète comme jamais, notamment du côté du RM9L qui nous a sorti un rouge venu d'ailleurs. C'était wow, c'était quelque chose. Et alors je profite également de ce contenu que vous allez voir ici mis en pause pour vous révéler un point qui n'a pas une très grande importance, à vrai dire. Eh bien, c'est que on a pu remarquer que la technologie RGB mini LED, eh bien, dim, c'est-à-dire qu'elle abaisse sa puissance lumineuse sur une image fixe plus rapidement que la techno SQD mini LED. Alors quand Martin m'a vu en train de faire ce constat-là, il m'a juste dit « Ouais, non, mais tu sais, on est en train de dimmer parce qu'on est sur une logique de consommation, d'abaissement de la consommation du TV. » Il n'a pas vraiment évoqué le point de protection du panneau sur une image fixe, mais encore une fois, comme c'est sur une image fixe, il n'y a rien de rédhibitoire là-dedans. Il faudra quand même faire gaffe qu'on ne se retrouve pas avec ce type de dispositif, ce type de choses dans la lecture de nos films, même si il faut également souhaiter que les capteurs de luminosité ambiante désormais soient très juste, très performant, parce qu'il y a tellement de patates là-dedans qu'on pourrait bien se retrouver aveuglé lorsqu'on va commencer à regarder des films dans le noir, d'où l'intérêt d'avoir vraiment, et j'aurais aimé que ce soit le cas cette année, que finalement TCL nous propose plus de modes d'image encore. Filmmaker, mode film, j'aurais bien aimé avoir des modes jour, des modes sombres, enfin des modes nuit, voilà, peut-être plus de modes d'image, ça commencerait à devenir une bonne chose pour ces TV. Et là-dessus, bon, j'aimerais bien que TCL, encore une fois, je me répète, mais j'aimerais bien que TCL nous propose quelque chose. Voilà. Bon, c'était encore une fois une longue vidéo, mais pour résumer sur cette partie qualité de l'image, eh bien pour ma part, il est assurément trop tôt pour que je me prononce en faveur d'une techno ou d'une autre. J'insiste, dans les deux cas, c'était remarquable. Ça m'a vraiment beaucoup plu de découvrir ce truc-là. Sur la partie blooming, banding, uniformité de la dalle, bon même si TCL nous annonce avoir travaillé énormément là-dessus, eh bien il faudra y revenir avec plus de tests, mais la première approche est tout à fait satisfaisante, mais à chaque fois ils nous disent ouais on a évolué là-dessus, super micro condense lens, le cône de lumière, on fait attention avec les light diffusers pour assurer une uniformité, réduire le risque d'effet d'ombre et donc peut-être aussi réduire les risques d'image sale que l'on pourra avoir, le fameux DSE, le fameux Dirt Screen Effect. Bon, on avait quand même beaucoup de démonstrations sur place. On avait des choses sur la partie banding, également avec des images, avec un grand ciel bleu. À part sur ce RM9L, sur le 115 pouces, j'ai rien vu de particulier. Mais faut-il pour autant en tirer des conclusions? Non, je ne peux pas. On ne peut pas tirer de conclusions dans telles conditions. C'est génial le dispositif qu'ils nous mettent sur place, mais ça passe forcément par des splitters. Et puis il faut qu'on aille vite. Voilà. Bon. En tout cas, j'ai aussi trouvé, et ça c'était plutôt pas mal, j'ai aussi trouvé qu'on avait un niveau de détail, même sur les très grandes tailles d'image qui étaient vraiment bon, parce que je vous rappelle que c'est tout l'intérêt d'aller là-bas, c'est de voir les très grandes tailles d'image. En revanche, sur la partie 24p, à un moment donné, on était vraiment dans un mode plus classique, plus filmmaker. Et là, le mode 24p, si vous aimez pas les saccades en filmmaker, eh bien, il va falloir mettre les doigts dans les réglages des fonctions de compensation de mouvement, le fameux Motion Clarity, qui, vous le savez, avec les différentes mises à jour de firmware, et parfois pas les mises à jour de firmware officielles. Vous savez comment ça se passe si vous êtes sur le Discord avec nous. Vous savez qu'il y a des modes film désormais dans le Motion Clarity. Donc voilà, il bosse, il continue de proposer des choses, de bosser en coulisses. J'aimerais bien que ça réagisse néanmoins plus vite, parce que j'ai abordé la logique de firmware. J'aimerais bien que TCL adopte une position un petit peu plus valable, un petit peu plus quali sur cette logique de déploiement des firmware. Mais il y a tellement de références que forcément on est très vite tenté d'aller s'approvisionner en firmware sur une sorte de marché parallèle, ou en tout cas de canal parallèle de téléchargement. Voilà. Avant de vous quitter, puisque j'en ai terminé, j'ai juste envie de reprendre encore un peu le temps pour adresser des remerciements. J'ai pas juste envie de le faire pour leur cirer les pompes, mais juste pour insister sur le fait que si nous pouvions avoir de tels dispositifs mis en place par les autres marques, ce serait somptueux. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, beaucoup d'événements se
sont organisés avec une arrivée le matin, un départ le soir, une arrivée le midi, un départ le lendemain matin. Il y a des trucs où tout va extrêmement vite, où nous sommes pilotés, contrôlés, où on nous laisse à peu près rien faire. Pour moi qui fais de la captation d'images, souvent on me met face à des dispositifs où on me dit « alors ça, t'es pas autorisé à filmer, mais après on va te mettre le dispositif dans une configuration où tu seras autorisé à le filmer. » Puis une fois que la session est terminée, eh bien on vient me voir en me disant « non, mais en fait là, faut que tu libères la salle parce qu'il y a ton bus qui t'attend. » Ça, c'est des événements, je vais pas citer les marques ici et vous comprendrez pourquoi, mais franchement, c'est extrêmement récurrent et c'est extrêmement pénible. Et là, eh bien, sauf à respecter ce cadre et ces contraintes, encore une fois, de pas avoir les télécommandes, c'était pas sur toutes les zones déjà, et puis c'est juste le respect. On a des dizaines de TV qui sont installées là, donc vous comprenez qu'avec le moindre truc qui peut fausser un petit peu le dispositif, ou même créer des conflits dans le dispositif, alors que les gars, ils courent dans les étages, parce que oui, il y avait plusieurs étages aussi, eh ben, il faut respecter ça. Mais si on avait, ne serait-ce que les principales marques qui nous offraient de telles opportunités, ce serait génial. Donc merci vraiment aux équipes de TCL à Varsovie, les équipes de Marek. Merci aussi à TCL France. Je suis pas sûr que ni les uns ni les autres regarderont cette vidéo. Si c'est le cas, eh bien je vous laisse, messieurs dames de TCL France, je vous laisse partager avec la Pologne. Mais c'est vraiment génial, surtout qu'on était, encore une fois, on était 4 Français, donc finalement on était presque la grosse délégation envoyée sur place. Une installation, travail de barjo. Voilà, bon, je pense que vous avez compris. Le nombre de téléviseurs, les configurations, le câblage, la mise en place, tout ça, travail titanesque. Chapeau bas, messieurs. Merci beaucoup pour tout cela. Et maintenant, eh bien, merci à vous, si vous êtes encore là, d'avoir regardé cette vidéo en entier. Si jamais, eh bien, vous souhaitez soutenir le travail, vous pouvez devenir membre de cette chaîne. Le minimum, sur 99 centimes, hein, ça va, j'ai pas placé la barre très très haut. Donc, vous pouvez devenir membre de cette chaîne. Vous pouvez liker, partager, cliquer sur votre petit bouton boost également, mais aussi et surtout réagir dans la partie commentaires. Vous retrouverez dans le QR code que vous pouvez flasher, mais aussi dans la description, un lien Linktree qui vous renverra vers tous mes réseaux sociaux, mais aussi sur le groupe de discussion Discord. Ne vous en faites pas, je vais bientôt revenir parce que maintenant la machine est lancée. Il y a eu un gros temps mort depuis le CES de Las Vegas. J'ai un petit peu moins publié. Je me suis accordé un petit peu de temps de vacances, beaucoup de temps également pour monter ce chalet futur studio, et j'espère bien désormais pouvoir tenir un petit peu le rythme parce que j'espère aussi que les produits vont commencer à arriver à la maison. C'est pas gagné pour certaines marques qui ne disposent genre que d'un téléviseur par gamme, genre LG quoi, avec le C6 et le G6, ils ont un TV de chacun des deux. Autant vous dire qu'avec en plus un service de livraison qui est catastrophique, eh bien ça va être très très compliqué de récupérer ces TV. Ça, c'est dit. Alors je vous dis maintenant à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!